Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler du scan 905 de One Piece qui est sorti hier. J'ai beaucoup de choses à dire et je ne veux pas perdre de temps, donc restez bien jusqu'à la fin et même si la vidéo dépasse les 20 minutes ou moins de 20 minutes, restez quand même si certains se sont plaints de ça. Je fais de mon mieux les amis. Après 2 semaines d'absence, on retrouve notre manga préféré, donc c'est pas rien. Beaucoup de choses à dire, y compris parler de la première page qui est toujours avec Columbus qui balaie sa vie d'aventurier pour commencer sa vie de pirate. Bon, du coup, je pense que la mini-aventure de la semaine d'après sera forcément la dernière concernant l'aventure de Lumbulus pour ensuite passer à d'autres mini-aventures. Mais après, quelle mini-aventure, j'en sais rien. Est-ce que Oda va s'attaquer à des mini-aventures de personnages comme Crocodile ou comme Pudding, ou bien faire des demandes de fans comme il faisait avant de commencer mini-aventure de la flotte de Luffy. Maintenant place au chapitre, les amis, chapitre de ouf qui nous met vraiment la hype. Chapitre qui commence avec une super page nous présentant le nouveau quartier de la marine. Le nouveau Marineford, étant donné que l'ancien a été détruit comme jamais, et que maintenant le nouveau Marineford dirigé par l'amiral en chef Sakazuki, mais c'est vraiment une super page, je sais pas, j'ai trouvé ça beau, et je me dis qu'avec les détails qu'Oda dessine, bah, c'est hyper beau quoi. En parlant de Sakazuki, ce dernier est toujours aussi furieux après Fujitora, et il refuse qu'il remette les pieds dans une quelconque base marine sans qu'il lui ait ramené les têtes de Luffy et l'eau. D'ailleurs Fujitora, qui a Marie-Joie. Déjà, revoir Sakazuki. Bon, ce n'est pas un personnage que j'apprécie, mais ça m'a fait marrer de le voir s'énerver à tout bout de champ. Je ne l'apprécie pas non seulement pour ce qui s'est passé avec Ace, mais aussi pour des tas d'autres choses. Comme T-Bone, d'ailleurs je me demande s'il n'a pas monté en grade. Je sais même plus c'était quoi son grade d'avant, donc vous pouvez m'éclaircir aussi. Et revoir Sangoku et sa chèvre. Sangoku qui se fout littéralement de la gueule d'Akainu. Hein. Non mais si, pas trop dur la vie d'amiral en chef, il disait. Bon moi c'est du foutage de gueule en plein. Et après, la façon dont Sakazuki s'énerve après lui, la ferme espèce de semi-retraité, ça aussi ça m'a fait beaucoup rire. La vie d'amiral en chef n'est pas si facile que ça, Sakazuki. Bon, sinon oui, Fujitora est bien Marie-Joie, mais il n'est pas le seul. Il y a aussi l'amiral Ryokugu. Mais je vous en parlerai dans quelques instants. Là, je vais maintenant plutôt vous parler des rois et des reines. En effet, ils sont venus un par un, et il y a des choses à dire sur chacun d'entre eux. Je me souviens pas vraiment de leur nom et je vais pas vous mentir, j'ai noté le prénom sur la feuille et le nom du royaume, même si je me rappelle des autres détails, donc vous pouvez m'en vouloir pour ça, pour ne pas avoir une bonne mémoire, et bah désolé. Déjà, le premier roi qui est apparu, c'est Bir 6, qui est le roi du royaume de Loose One, qui est accompagné par des princesses qui ressemblent à des poupées russes. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment marqué, donc forcément, ce royaume représente la Russie. Ensuite, l'autre roi, celui-là par contre je m'en souviens, je l'ai noté quand même, mais je m'en souviens, il s'appelle Hamburger, roi du royaume de Bollywood. Il marche très lentement mais ne se retourne jamais. Donc Hamburger qui représente l'Amérique puisque les hamburgers c'est américain. Waouh, quelle déduction Marius! Ensuite, il y a une reine, Morolone, reine du royaume Tajin. Elle est plutôt jolie on va dire. Mais aussi, elle boit du vin qui me rappelle justement notre pays qui est la France. Oui, je suis en France, bon. Mais le nom Tajin, ça me rappelle aussi l'Inde, tout ça. Donc bon, reste à voir surtout quel pays il représente, mais je pense que c'est surtout en rapport avec le nom du royaume. Et le dernier roi, le roi Tacos du royaume Shishano. Il a une super phrase de « Vaut mieux mourir debout que vivre à genoux ». Non seulement, quand je l'ai vu, j'étais pété de rire. Non, mais j'étais pété de rire. Pas parce qu'il avait un sombrero avec un cactus au-dessus, non. Juste parce qu'il me rappelait à 100% le mec qui fait la pub All El Paso. Vous avez déjà vu plusieurs fois cette pub, je suppose. Mais directement, c'est à lui que j'ai pensé. J'aurais pu penser à autre chose, mais non, j'ai pensé à lui et je pense que c'est probable. Donc ce personnage représente le Mexique. Et ce qui est super avec Oda, c'est qu'il représente chaque culture. Et je serais pas surprise qu'en fait dans le prochain chapitre, il nous représente d'autres rois avec un rapport avec d'autres cultures quoi. Là on a la culture américaine, forcément la culture hindoue, ainsi que la culture russe. Et maintenant le Mexique. Je pense qu'il va faire de quoi aussi dans le prochain chapitre avec d'autres rois et reines représentant tel ou tel pays. Si vous ne croyez pas, comparez la photo du roi Tacos avec la photo du mec qui fait la pub All El Paso. Bon, je m'arrête là pour ça, sinon je vais encore péter de rire, même que je vois pas l'image. Sinon, il y a aussi le roi Neptune et ses enfants qui arrivent à leur tour. Ils sont escortés par Garp. Garp le héros, le grand-père de Luffy,
l'avoir revu, en fait, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Parce que pour nous, en tout cas, ça fait des années qu'on n'a pas revu Garp. Mais dans le manga, ça fait 2 ans simplement qu'il n'est pas apparu du tout. Mais ça fait vraiment du bien de revoir Garp. Le voir joyeux peut paraître bizarre pour certains vu qu'il a perdu Ace. Mais on peut pas lui en vouloir, il a fait le deuil. Et puis, c'est le grand-père de Luffy, ils ont la même mentalité. Donc forcément, il s'en est remis, même s'il n'oubliera pas cet événement-là. D'ailleurs, ça me surprend qu'il soit appelé vice-amiral là-dedans. Dans mes souvenirs, il avait démissionné de ce poste. Il y a eu quelque chose que j'ai loupé, moi, ou bien c'est mon cerveau qui fait ma défaillance. Donc dites-moi si je me trompe pas, parce que dans mes souvenirs, Garp avait démissionné de son poste de vice-amiral. Mais là, il l'appelait vice-amiral Garp. So strange. Bon, je compte sur vous pour me dire éventuellement si je me plante ou quoi que ce soit, mais soyez gentils, d'accord? Tout le monde est ébloui par la beauté de Shirahoshi. Ça fait tellement plaisir de revoir la princesse sirène, je la trouve vraiment trop belle. Et Morgans, Big News Morgans, ou Fake News Morgans d'après vous, comme vous voulez, est également ébloui par la beauté de la princesse sirène. Il a la chance, ce Piaf. Non seulement il assiste à E.T. Party, mais en plus, il se retrouve maintenant ici. Concernant Shirahoshi, je suis tout à fait d'accord avec Garp pour dire qu'elle surpasse Boa Hancock en beauté. D'après moi, c'est sûr, je trouve Shirahoshi plus belle qu'Hancock, même si je trouve Hancock belle. Je veux dire, Shirahoshi est avant elle, d'après moi. Et pas d'insulte envers Shirahoshi en l'insultant de chialeuse, s'il vous plaît. D'accord, elle pleure beaucoup, mais ce qu'elle a vécu... Est-ce que vous auriez réagi comme elle? Rappelez-vous bien de son passé, je ne vais pas vous faire un dessin, je ne suis pas là pour vous rappeler ce qui s'est passé, celui des hommes poissons, avec l'histoire avec Shirahoshi. Essayez de vous rappeler ce qu'elle a vécu, et bien ce qu'elle a fait, personne ne l'aurait fait parce que Shirahoshi, je trouve que c'est l'un des personnages les plus gentils du manga. Oui, la gentillesse incarnée, moi je dis. Ensuite, oh là 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 là, la famille Neptune n'est pas la seule à venir, en plus des autres rois. Il y a aussi l'insupportable Stelly. Oui, Stelly, le frère adoptif de Sabo qui est devenu le roi du royaume de Goa. Là, mais un gros merde. Celui-là, je l'ai jamais pu supporter de toute ma vie. Mais jamais. Il m'énerve tellement, en fait. Et là, il ose se dresser devant Garp en lui disant « Tu sais qui je suis ?» Et après, non mais après, c'est mon moment préféré. Mouah, quand Garp l'insulte de morveux, dégage de mon chemin. Mais de toute façon, je kiffe Garp. Donc, ces remarques face à l'autre imbécile, là, me font vraiment, mais vraiment rire. Bien fait pour ta race, toi. D'ailleurs, comment est-ce que celui-là a pu devenir roi du royaume Goa? Eh bien, une histoire de disparition mystérieuse du roi de Goa ainsi que du prince de ce royaume. D'accord. Bon, je spécule vite fait, je pense que Stelly les a butés. Pourquoi j'en viens ici? Pour une bonne raison, les amis. Vu le caractère et la mentalité de Stelly, ça serait pas surprenant. Donc, pour moi, ça c'est envisageable, d'imaginer qu'il ait pu commanditer les meurtres du roi de Goa, ainsi que du prince. Stelly, il est appelé Sterry, je sais pas si ce nom-là est devenu officiel ou si on garde Stelly. Mais je continue de l'appeler Stelly. Vous voyez les gens, celui-là il changera jamais non plus. Non seulement il a peur des hommes poissons, exactement, il les confond à des monstres... qui transmettent des maladies, qui sont capables de faire fondre de la roche, et qu'il a peur, et ce ne parlons pas de sa femme qui tombe, mais littéralement dans les pommes. Ces deux-là, elles sont pathétiques, en vrai, je sais pas. C'est surtout avec Stelly que j'ai un problème, mais pathétique, vraiment pathétique. Et en plus, ce petit merdeux veut devenir Toryubitu. Et Garp est digne de raclure comme toi, mais en fait, il y a différentes versions. Genre, soit Garp insultait les Stelly de raclure, soit il insultait les dragons célestes de raclure. En fait, ça dépendait des versions, mais je pense que la version officielle, c'est quand c'est Garp qui insulte juste Stelly de raclure. Là encore, j'ai besoin de vos avis un peu plus éclairés. J'ai bossé dessus dans cette vidéo, mais j'ai pas fait vraiment rapprochement c'était quoi la vraie version. Il vaut pas mieux que les Toryubitu d'ailleurs, Stelly. Hein. Je considère commun. Une des machines qui s'appelle Bondola va bientôt partir et la famille de Neptune monte à l'intérieur. Shirahoshi admire le paysage de toute façon et j'ai beaucoup aimé les petits panels où elle et Garp se disaient au revoir. Ça, c'était plutôt mignon. Et puis parmi tout ça, là, leur montée vers Marie-Joie, mais c'est hyper bien dessiné, mais on peut pas enlever ça à Oda, quoi. Il dessine vraiment trop bien, ce mec. C'est pas le seul, mais vraiment, j'admire. Ce chapitre est vraiment beau, je vous jure. C'est si bien dessiné, c'est ouf. Et puis Shirahoshi est vraiment trop kawaii. Non, ce n'est pas un nouveau délire, ce n'est pas nouveau non plus. Retour à Marie-Joie maintenant, où il y a Fujitora et l'amiral Ryokugu. Sakazuki avait ordonné à Ryokugu d'éjecter Fujitora de Marie-Joie, mais ce dernier ne veut pas, parce qu'il ne veut pas se battre contre lui.
Bon, d'après Fujitora, Vegapunk a conçu quelque chose de ouf. Oui, ce n'est pas vraiment le mot qu'il a employé, mais c'est tout comme. Donc il a quelque chose de ouf qui pourrait vraiment finir avec les Shichibukai, ce qui ferait qu'il n'aurait plus besoin d'eux. Adieu les Shichibukai, ça c'était sûr, le système serait aboli. C'est qu'une question de temps avant l'abolition totale, l'abolition officielle. Mais on peut d'ores et déjà considérer que ça va vraiment être le cas. Adieu les Shichibukai. D'ailleurs, nos 5 Shichibukai, que vont-ils devenir? Reste à savoir ce qu'ils vont devenir, mais je pense qu'aucun d'eux va mourir. Donc voilà encore que je pense que elle et les pirates Kuja pourront éventuellement devenir une flotte de Luffy. Quant à Mihawk, je ne sais pas ce qui va se passer avec lui. Et je pense qu'il risque rien dans l'endroit où il est. Baggy, bah il a tellement de chances qu'il peut devenir empereur. Weeble, bah je ne sais pas ce qui peut se passer avec, encore moins avec Kuma. Donc tellement de choses qu'on peut spéculer quant à l'avenir des Shichibukai. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais je pense que je pourrais en refaire une améliorée. Maintenant, la deuxième partie serait plutôt sur Ryokugu qu'on a vu dans l'ombre. Ouais, bon, ok, je sais, je me suis planté. Mercredi, j'ai fait une vidéo sur ce personnage où je disais que c'était une femme, que j'aimerais que ce soit une femme, que j'aimerais que ce soit une femme, que je pensais qu'il y avait assez d'arguments pour prouver que c'en serait une. Cependant, Marius s'est planté. Elle fait une vidéo, elle la publie, et le lendemain, ça parle de Ryokugu, ça confirme qu'en fait, c'est un mec. Oui, parce que il aime les femmes, déjà. Bon, ok, aussi, les femmes peuvent aimer les femmes, ça je l'accorde, mais vu la façon dont Ryokugu, du moins son ombre, est dessiné, ça peut vouloir dire qu'une chose, que c'est un mec et que je me suis vraiment planté encore une fois. Je me hais de toute façon, je me déteste. Je l'ai littéralement eu dans le huc. C'est la réaction que j'ai eue devant les spoilers parce que je lis les spoilers honnêtement, je peux pas m'en empêcher. Et d'ailleurs, le mec il n'a pas mangé depuis 3 ans. Waouh. Mais moi si je fais ça, je crève. En même temps, il me faudrait quand même 3 ans pour perdre moi-même ce que j'ai, hein. Parce que entre Luffy qui court pour perdre sa graisse et Ryokugu qui ne mange pas pendant 3 ans, waouh. Enfin, Luffy c'est une grosse bouffe, c'est pas comparable à Ryokugu qui n'a pas mangé depuis 3 ans. Parce que si Luffy mange pas pendant 3 ans, le mec il meurt. D'ailleurs, le fait que Ryokugu n'ait pas mangé pendant 3 ans, ça me rappelle certaines choses. Comme j'ai spéculé que Ryokugu pouvait avoir un Zoan, d'ailleurs ce dont je suis sûr. Là par contre, je vais pas m'aventurer sur le genre, mais plutôt je suis sûr. Même si j'aimerais que Ryokugu soit toujours une femme. Ah putain. Bref, il y a plusieurs animaux, des reptiliens, des amphibiens, et peut-être même d'autres, je ne sais plus exactement, qui peuvent se passer de manger pendant au moins un sacré bout de temps. Donc je serais pas étonné en fait que le fait qu'ils ne mangent plus soit un rapport avec un fruit du démon Zoan. Si on suit la logique, Kizaru, Logia, Fujitora, Paramecia, voilà. D'ailleurs, encore de retour sur Ryokugu, ce dernier serait basé sur l'acteur japonais Yoshio Harada, qui est apparu dans un film japonais nommé Luminge, je sais pas si ça prononce comme ça, avec Shintaro Tatsu et Kuni Tanaka, c'est-à-dire soit Fujitora et Kizaru. Étant donné que Shintaro Katsu, bah, c'est Fujitora et Kuni Tanaka, c'est Kizaru, comme je vous avais parlé dans ma vidéo de mercredi, auquel je me suis planté à... D'ailleurs, ce n'est même pas basé sur Toshiro Mifune. D'ailleurs, pas de Kizaru dans ce chapitre, c'était assez étrange. De retour au royaume de Kamabaka, l'enfer même sur Terre, on y retrouve l'armée révolutionnaire, du moins Koala, Betty, ainsi que 3 révolutionnaires qu'on ne connaît pas. Un qui semble être un mink ou je ne sais quoi, avec des cornes qui ressemblent à une girafe. Ensuite, un petit bonhomme qui ressemble à un œuf qui me rappelle le fameux Humpty Duty. Enfin, bon, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire, le bonhomme qui ressemble à un œuf. Et également une femme un peu similaire à Robin, mais avec une main mécanique à la Kid. Bon, les rois qui montent toujours à Marie-Joie et ce comte de Stelly a vraiment très peur, non seulement de la hauteur, mais on sait parce qu'il a vu un géant. Non seulement il y a des corbeaux qui débarquent, et il a aussi peur de ça. Et en plus de ça, nous voyons Sabo déguisé en soldat du royaume de Goa, infiltration, Sabo, infiltration. Waouh, Sabo, Morlaix et aussi Kalazu sont infiltrés jusqu'à Marie-Joie. Le géant que Stelly a vu, alors que le roi Hamburger croit qu'il est cinglé, eh bien c'est Morlaix. Le géant avec un harpon, c'est lui. Et les corbeaux, bah c'est Kalazu. Et comme Bello Betty restait avec les autres révolutionnaires, je me demande où est Lindbergh. Bon, il fait peut-être autre chose, j'en sais rien, peut-être au point des armes pour pouvoir neutraliser, puisque la cible des révolutionnaires, ce n'est pas le gouvernement mondial, mais les Toryubito. On est sûr d'une chose, que les choses sérieuses vont bientôt commencer avec l'infiltration de 3 des révolutionnaires. Bon, fin de chapitre, se concluant sur Sabo qui infiltre, bien sûr.
Bordel, ce scan était vraiment magnifique. Je lui mets un 5 sur 5. Oui, parce que j'ai noté les chapitres sur 5. C'est beaucoup mieux. Ou, vous voulez peut-être un 10 sur 10? C'est pas, c'est un 10 sur 10 pour moi. Là, rien que pour le retour de garde sur Sangoku. Aussi, pour voir Shirahoshi, mais en plus d'avoir connaissance du personnage de Ryokugu, qui semble même d'accord avec Fujitora concernant le système des Shichibukai. Et je l'ai dans le HUK d'ailleurs. Ouais, ça fait vraiment quand même plaisir de voir ce monde. Ça fait vraiment du bien de voir de super belles pages de la part du maître. On connaît pas le sens de la justice de Ryokugu, mais j'ai hâte d'en apprendre plus sur ce personnage. Alors, d'ici là, on peut quand même attendre de revoir des personnages comme Vivi, Kurira ou Dalton. D'ailleurs, j'ai hâte pour ça, peut-être ainsi pour Wapol. Donc, d'ici là, portez-vous bien. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, à ma chaîne secondaire, les liens sont dans la description. Rejoignez-moi sur Facebook, Twitter et Instagram. Allons parler ensemble sur Discord. N'oubliez pas que l'important dans la vie, c'est de faire ce qu'on aime, d'être heureux et surtout vive One Piece. Mais ce chapitre déchire. Vraiment. J'attends vos avis comme d'habitude dans les commentaires. Portez-vous bien et vive One Piece, les amis. Bye.